Président, merci. Je vous remercie de l'invitation à participer à ce colloque. Je vais aborder une ère des possibles, c'est-à-dire que nous n'en sommes pas encore au stade de la confirmation de toutes les promesses des approches restauratives sur la vision. Le premier élément de ce que je vais aborder, c'est de rappeler que la rétine fait partie du cerveau. Mon maître en neurophysiologie, John Dowling, rappelait que la rétine, c'est la partie accessible du cerveau. Donc tout commence au niveau des premiers neurones qui sont les photorécepteurs dans la profondeur de la rétine qui absorbent la lumière, la transforment en signal électrique et c'est le traitement de l'information qui commence là qui va permettre au cerveau de voir. Le véritable organe de la vision, ce n'est pas l'œil, c'est le cerveau, mais l'œil en fait partie, tout au moins la rétine. Et c'est étroitement dépendant d'un groupe de cellules en profondeur de la rétine qu'on appelle les photorécepteurs qui ont cette capacité de capter la lumière et de la transformer en signal électrique grâce à une isomérisation d'une molécule lipidique dont la vitamine A est le précurseur. Si nous n'avions pas cette capacité d'absorption de la lumière dans une bande très étroite du spectre électromagnétique, nous serions, comme le disait Yves Legrand, aveugles, et donc peu s'en faut. Et si nous perdons cette capacité d'absorber la lumière, la cécité survient. Ce n'est qu'une des causes de la cécité, c'est celle sur laquelle je vais me centrer aujourd'hui, puisque c'est celle sur laquelle, du fait du maintien des connexions entre l'œil et le cerveau au niveau des cellules ganglionnaires qui forment le nerf optique, il est encore possible, si on stimule ces cellules, d'obtenir des sensations au niveau du cerveau. Les approches restauratrices peuvent être envisagées. Donc le traitement du signal commence dans la profondeur de la rétine au niveau des photorécepteurs avec une absorption par ces photons au niveau du segment externe des photorécepteurs, puis ensuite un traitement très complexe, spatial et temporel que je vais évoquer brièvement parce qu'il est essentiel à la compréhension des approches thérapeutiques, va permettre ensuite à l'information de quitter sous forme de potentiel d'action l'œil vers le cerveau. Aujourd'hui, il est possible de disséquer de manière extrêmement précise le traitement de l'information et on a coutume de dire, c'est sans doute un biais des ophtalmologistes, mais pas seulement, que c'est la partie du système nerveux central la mieux comprise en termes de paramètres de stimulation et d'interprétation du signal. Il est possible de stimuler les cellules externes, d'enregistrer au niveau des cellules internes par des électrodes uniques ou de multiples électrodes. Aujourd'hui, plus de 1000 électrodes à la fois et on évolue vers plus de 100 000 électrodes à la fois. Il est possible aussi d'avoir une dissection optique en utilisant des techniques d'holographie digitale développées par Valentina Emiliani à Paris qui permettent de stimuler une partie d'un neurone et d'enregistrer l'autre partie. Ce que nous pouvons faire au niveau de la rétine est donc de prédire le traitement de l'information avec une précision qui est aujourd'hui de 95% et sans doute à terme de 99%. Ensuite, ça sera une asymptote. Cette possibilité de calculer le traitement de l'information de la manière la plus précise possible a un intérêt évidemment en neurophysiologie et c'est bien suffisant, mais ça a aussi un intérêt dans la prédiction des paramètres de stimulation qui pourraient permettre de restaurer une sensation visuelle au niveau du cortex cérébral. Aujourd'hui, on peut considérer que dans la rétine, il n'y a pas d'image qui est formée, mais un ensemble de petits films, environ une vingtaine de films dans chaque zone de la rétine, qui traitent l'information visuelle dans ses paramètres d'intensité lumineuse, mais aussi de détection de bord, de détection de mouvement, de différents types de contrastes. Et c'est l'empilement de ces différents 20 films aujourd'hui supposés qui va être ensuite transmis au niveau du corps genouilleux externe et surtout vers le cortex cérébral où l'intégration va se faire. Donc ce traitement de l'information commence au niveau de l'œil, il se continue jusqu'au cerveau. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas d'image qui est formée à aucun moment. L'image, c'est le cerveau qui la reconstruit à partir de ces informations, en les intégrant bien entendu à toutes les autres sensations, à la mémoire et à l'expérience. Donc aujourd'hui, on peut considérer que s'il était possible de remplacer les photorécepteurs dans un certain nombre de pathologies extrêmement sévères, comme d'une part la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui a été évoquée ce matin, qui touche en France environ 1,5 million de personnes, dont 10 à 20% sont considérés légalement comme aveugles, c'est-à-dire qu'ils ont une acuité visuelle inférieure à 1/10, ou alors dans les rétinopathies pigmentaires, affections d'origine génétique où les photorécepteurs vont dégénérer. La perte des photorécepteurs étant le premier phénomène conduisant à la baisse de vision, le remplacement du signal que produisent ces photorécepteurs pourrait permettre de restaurer certaines sensations visuelles. Or, il est possible, et c'est tout notre avantage au niveau de l'œil, d'explorer les neurones de façon extrêmement précise. La rétine est la partie accessible pas seulement au niveau finalement physiologique, mais aussi au niveau optique, puisque l'œil étant une fenêtre, à travers les dioptres oculaires, on peut observer la rétine, le fond d'œil dans un premier temps, mais au-delà du fond d'œil, il est possible d'avoir aujourd'hui des coupes optiques en tomographie optique, d'avoir des images dérivées de l'astronomie, nous avons travaillé avec Pierre Lénat depuis des années là-dessus, en optique adaptative, qui nous permettent de voir les neurones individuels de la rétine, tout au moins les photorécepteurs, et cette
cette cartographie des neurones de la rétine, de leur longueur, de leur densité, va nous permettre de déterminer le stade évolutif d'une maladie, en particulier génétique, mais c'est aujourd'hui très appliqué à d'autres maladies comme le glaucome, le diabète, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et donc d'avoir un état fonctionnel et morphologique du tissu que nous voulons traiter pour déterminer le stade de traitement. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas aborder une seule approche thérapeutique de restauration, mais plusieurs, non pas parce qu'il s'agit d'une compétition entre les méthodes, mais d'une complémentarité en fonction du stade d'évolution de la maladie. Si nous prenons l'exemple de la rétinopathie pigmentaire, tout va donc commencer au niveau des photorécepteurs avec la perte d'une fonction dans un premier temps. Cette fonction était ensuite suivie de la perte de l'organe de l'absorption de la lumière dans les photorécepteurs, le segment externe, puis la dégénérescence des photorécepteurs. Et ensuite, la connectivité rétinienne reste imparfaite, mais suffisante pour théoriquement donner une stimulation vers le cerveau. Les approches thérapeutiques que je vais aborder s'inscrivent dans ce continuum que les stades que les médecins aiment bien décrire trahissent en réalité, puisqu'il y a une véritable continuité, souvent la constatation d'une coexistence de ces différents stades. Le plus logique, c'est évidemment de remplacer le gène muté ou d'avoir une approche pharmacologique qui va en amont de la dégénérescence cellulaire et donc de l'apoptose, du suicide cellulaire qu'évoquait Yves Agit ce matin, empêcher la dégénérescence cellulaire. C'est la beauté de la thérapie génique qui aujourd'hui, chez nous, c'est des instituts de la vision, c'est Denis Zahara qui développe ces approches, permet de cibler des types cellulaires, qu'il s'agisse des photorécepteurs ou d'autres types cellulaires de la rétine, pour faire exprimer une protéine manquante. Aujourd'hui, nous en sommes au stade des essais cliniques avec des résultats très prometteurs, puisque pour une des maladies de l'enfant, l'amoureuse congénitale de Leber, de multiples essais cliniques conduits aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Israël ont démontré, aujourd'hui dans une phase 3 aux États-Unis, le bénéfice thérapeutique observé chez ces enfants. D'autres essais sont en cours, dont certains chez nous, et nous avons pu écrire que la thérapie génique arrive à la macula, à la zone centrale de la rétine. Il y a cependant une limite, même si ces chiens avaient pu avoir une restauration visuelle, et aujourd'hui on peut remplacer ces chiens par des patients, et c'est encore beaucoup plus stimulant. Il y a une limite, c'est qu'il faut que les photorécepteurs soient encore vivants et qu'il y ait un stade de réversibilité des lésions. Si les photorécepteurs ont dégénéré, réintroduire le gène manquant n'apportera rien aux patients. Et c'est un enjeu important des essais cliniques aujourd'hui, c'est que nous devons les commencer, je fais référence à la question du sénateur Hurier tout à l'heure, nous devons toujours les commencer à des stades tardifs. À ce stade, souvent les cellules que nous ciblons ne sont plus là, et donc la question se pose de l'intérêt de ce type de stade dans les approches thérapeutiques que nous développons. C'est la raison pour laquelle des approches qui sont indépendantes du gène, qui sont à des stades en aval de l'évolution, comme la neuroprotection, ont leur légitimité. Plusieurs approches de neuroprotection avec des facteurs neurotrophiques ou des petites molécules ont été envisagées. J'en décrirai une qui a été développée chez nous depuis une vingtaine d'années, qui est l'idée d'une interaction trophique entre les photorécepteurs à bâtonnets et les photorécepteurs à cône. Dans l'évolution de la maladie, les patients perdent d'abord leur vision nocturne, puis secondairement leur vision périphérique et ensuite leur vision centrale. Il s'avère que la majorité des mutations dans les rétinopathies pigmentaires sont au niveau des bâtonnets. Elles s'expriment dans les bâtonnets, elles expliquent la baisse de vision nocturne, elles n'expliquent pas pourquoi les cônes dégénèrent. En travaillant sur les mécanismes reliant la perte des bâtonnets à celle des cônes, nous avons mis en évidence l'existence d'un facteur trophique de viabilité fabriqué par les bâtonnets et qui permet aux cônes de se maintenir. Ensuite, les approches qui nous ont permis de démontrer qu'en l'absence de ce facteur, les cônes dégénèrent, nous ont conduit à l'identification de ce facteur, à sa réinjection dans différents modèles animaux, en démontrant, c'est ce qu'on voit ici sur l'électrophysiologie, une restauration fonctionnelle, et on voit mal sur l'écran, mais une densité de photorécepteurs très importante par rapport à la rétine contrôle, certes inférieure à une rétine normale. Il s'avère que ce facteur contrôle le segment externe, la croissance du segment externe des photorécepteurs, donc la partie des photorécepteurs qui répond à la lumière. Et nous avons une restauration qui est non seulement anatomique, mais fonctionnelle. Tout récemment, Thierry Léveillard, dans notre équipe, a identifié le récepteur de ce facteur que nous avons cloné il y a maintenant une dizaine d'années. Ce récepteur s'avère contrôler de manière allostérique l'entrée du glucose par un transporteur à l'intérieur des photorécepteurs, la glycolyse aérobie qui avait été décrite par Warburg au niveau des cellules cancéreuses. Il avait dit que la rétine était un artefact dans ses observations, que c'était seulement les cellules cancéreuses. Il s'avère que ça n'est pas un artefact, que cette glycolyse aérobie contrôle, comme ça a été écrit dans un commentaire de notre article, la croissance des segments externes et leur viabilité. Il s'agit donc d'une approche pharmacologique fondée sur un facteur de viabilité qui vise à restaurer un signal endogène qui disparaît au cours de la maladie. Donc une réparation en aval qui ne traite pas la cause, qui traite une conséquence essentielle pour retarder la perte de vision et peut-être restaurer une partie. À un stade ultérieur, lorsque les photorécepteurs ont dégénéré,
il s'agira de les remplacer, soit par de la thérapie cellulaire, sur laquelle je passerai vite parce qu'elle a été largement abordée ce matin, soit plutôt par des approches restauratrices type prothèse ou optogénétique. La thérapie cellulaire a retrouvé un engouement majeur après des échecs sur les cellules embryonnaires il y a une vingtaine d'années, grâce aux cellules ES, mais surtout grâce aux cellules IPS, avec des protocoles développés dans différentes équipes, dont la nôtre, qui permettent de reconstruire une rétine en 3 dimensions avec sa connectivité. Mais aujourd'hui, transposer cette reconstruction de la connectivité in vivo reste encore à démontrer, même si certains éléments chez l'animal permettent de penser que ce soit une possibilité. J'insisterai surtout sur des approches de restauration plus artificielles, comme les prothèses ou l'optogénétique. Les prothèses visuelles rentrent dans cette logique qui a été brillamment décrite ce matin, qui s'adresse à tous les tissus neuronaux et dans laquelle l'équipe de Grenoble s'est largement illustrée. Les implants cochléaires ont ouvert la voie aux ophtalmologistes qui, avec la vanité qui leur faisait penser que le système visuel était trop compliqué pour être dupliqué, ont attendu 20 ans pour commencer ce que les ORL avaient fait il y a 40 ans. Et ce type de travaux a permis, en stimulant d'abord le nerf optique, puis plus récemment la rétine externe ou la rétine interne, mais avec l'ambition à terme, sur laquelle nous travaillons avec l'équipe de Grenoble, de stimuler directement le cortex, de tenter de restaurer la sensation visuelle, y compris lorsque l'œil n'est plus fonctionnel du tout. À ce stade, nous nous adressons à des patients qui ont encore un nerf optique fonctionnel et il s'agit, par une caméra, de capter la lumière. Cette captation de la lumière et un traitement d'information va permettre d'améliorer le signal ou plutôt de le simplifier, de l'émettre par une antenne vers un capteur sur l'œil. Ce capteur est ensuite connecté à une puce sur la rétine. Cette puce envoie des signaux électriques aux neurones ganglionnaires et ensuite ce signal va aller vers le cerveau. Nous avons travaillé d'une part avec nos collègues américains et les premiers essais cliniques ont été faits en Europe chez nous. D'ailleurs, le film qui a été montré ce matin, c'était un de nos patients. Et là, c'est un autre patient qu'on n'entend pas, mais qui a été traité il y a maintenant 8 ans et était capable de lire des mots assez lentement, à peu près 20 mots par minute, contre 200 mots pour quelqu'un de sain. Mais pour un aveugle depuis 20 ans, c'est tout à fait significatif. Cependant, la résolution de ces systèmes est encore très faible. Il s'agit aujourd'hui de 50 à 60 pixels. Nous venons de développer une génération à 150 pixels. La génération à 50-60 pixels, grâce aux performances d'orientation et de lecture, a eu l'approbation de la FDA et en France le forfait innovation, ainsi qu'en Allemagne et bientôt en Angleterre. Nous espérons qu'avec une meilleure résolution, il sera possible d'aller plus loin. Nous travaillons actuellement sur une approche d'implants sous-rétiniens à la place des photorécepteurs, développée avec Daniel Palanker à Stanford, qui devrait permettre d'avoir une résolution d'environ 1000 pixels, et les essais cliniques devraient commencer, si tout va bien, d'ici 1 an. Il s'agit ici de diodes activées par la lumière, sans câble, qui vont amplifier le signal lumineux et entraîner une stimulation de la rétine interne. La simulation chez l'animal aveugle a permis d'obtenir une acuité visuelle équivalente à 1/10, donc on dépasse le seuil de la cécité légale selon l'OMS, et surtout on dépasse les 1/800 que nous atteignons actuellement avec nos prothèses. Et en transposant ces résultats chez le primate, nous avons pu montrer, Serge Picot a pu le faire, qu'il est possible aujourd'hui de stimuler un seul champ récepteur chez le primate. Il s'agit évidemment de savoir si ceci pourra se transposer chez l'homme. Par contre, je rappelle que nous ne faisons pas de discrimination entre les neurones. Les neurones ganglionnaires, je vous ai parlé de 20 films tout à l'heure, là les 20 films sont stimulés en même temps de façon non spécifique. D'où la raison d'essayer d'aller plus loin. Là, c'est cet implant qui est en préparation et qui sera donc implanté en sous-rétinien. Le petit film que je montre vous explique comment ça va être fait. Donc c'est déjà fait en ce moment chez le primate. Nous faisons quand même du primate avant de passer chez l'homme. Et donc l'implantation chez le primate se fait avec une injection de ces différentes puces sous la rétine. Ces puces sous la rétine sont donc activées par la lumière et le signal est amplifié par la lumière. Cette amplification par la lumière est possible parce que nous entraînons une stimulation importante avec des lunettes qui vont projeter une image à l'intérieur de l'œil. Il s'agit donc de caméras sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, qui envoient un signal lumineux amplifié vers cette puce sous la rétine, laquelle va ensuite être stimulée ici par une fleur, qui va donc être codé au niveau de la rétine interne encore présente, avec un signal qui va ensuite être envoyé, encore une fois, vers le cerveau. Il vous reste 5 minutes. Merci. L'optogénétique est une autre approche qui permet d'augmenter la résolution. Il s'agit cette fois-ci d'avoir un ensemble de cellules activées par la lumière, ça a été évoqué ce matin, ce sont des protéines qui existent chez les algues et chez certaines bactéries. Ces protéines répondent à la lumière directement avec un canal ionique ou une pompe ionique, donc en s'hyperpolarisant ou en se dépolarisant. Donc plusieurs équipes ont travaillé sur la stimulation directe des ganglionnaires
ou des bipolaires ou des photorécepteurs. Je donne 2 exemples. Sur les cellules ganglionnaires, la première équipe, c'est celle de Detroit, qui, il y a maintenant une dizaine d'années, avait obtenu des réponses intéressantes, et ce qui a conduit à l'entrée bientôt dans des essais cliniques. Nous avons pu, grâce à l'inventeur de l'optogénétique, avoir une protéine avec une optimisation importante du signal, l'exprimer dans la région maculaire chez ces primates, et observer une stimulation qui est ici enregistrée au niveau de la rétine et au niveau cortical, qui s'approche d'un signal physiologique avec une fréquence critique de fusion proche de la fréquence de la vision. Là, ici, il s'agit de champs récepteurs dans la rétine de primates. Dans une rétine normale de primates, voici les champs qui sont stimulés par la lumière. Ici, une rétine réactivée, donc des enregistrements qui ont été faits à Mersenne par nos équipes après ce type de traitement. Une autre possibilité, c'est si les photorécepteurs ne sont pas encore morts mais ont perdu leur segment externe et ne peuvent plus le faire repousser, de faire exprimer ces protéines au niveau des cônes. C'est possible chez à peu près 20% des malades. Le reste de la rétine interne est encore là. Et nous avons montré et publié il y a quelques années avec Botton Roska qui avait piloté ses travaux à Bâle qu'il était possible de restaurer une réponse comportementale, une réponse directionnelle à la lumière, une capacité de restaurer l'ensemble des fonctions, mais au prix d'une forte stimulation lumineuse. Aujourd'hui, nous préparons les essais cliniques chez le primate en exprimant ces protéines dans la macula chez le primate, toujours à Mersenne. Et ce qui va être important, c'est de stimuler la rétine. Comme nous n'avons pas, ce qui est une des caractéristiques de la rétine, l'amplification de l'intensité lumière par 1 million au niveau des photorécepteurs, mais ici, l'absence d'amplification, il faut envoyer beaucoup de lumière, en restant dans des limites acceptables, bien entendu, d'illumination, ce qui est un des challenges de ce type d'approche. Mais il s'agit ici d'envoyer de la lumière à l'intérieur de l'œil. C'est valable pour les photodiodes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est valable pour l'optogénétique dont je suis en train de parler. Alors ça nous rapproche de la science-fiction, en particulier de ce qui a été montré ce matin, Star Trek, ou d'un échec qui était celui des Google Glass. Mais en réalité, ça nous donne une opportunité. C'est d'injecter dans ces lunettes qui envoient le signal vers l'œil tout le traitement neurophysiologique que nous avons mieux compris au niveau de la rétine, avec un traitement en plusieurs étapes. Et donc nous avons pu développer des caméras qui fonctionnent non pas comme des caméras classiques, mais comme des caméras événementielles. La rétine ne fonctionne qu'avec des changements qui vont détecter les changements d'image et les envoyer, comme dans ces films, sur les différents éléments à stimuler, qu'il s'agisse des photorécepteurs artificiels ou qu'il s'agisse de la rétine artificielle elle-même. Cependant, il faut se rappeler qu'on ne traite pas une machine, on ne traite pas une caméra, on traite un être humain. Et cet être humain ne sera jamais le surhomme dont on nous parle parfois avec les transhumanistes. Il s'agit de quelqu'un que nous cherchons à aider à vivre un peu mieux avec sa maladie. Il y a un livre qui décrit sur des centaines et des centaines de pages une tragédie qui était celle des premiers implants corticaux chez les aveugles. Ça s'appelle Search for Paradise. C'est quelqu'un qui raconte sa propre histoire avec la déception, mais aussi toute la souffrance qui est allée avec. C'est une histoire ancienne, mais il faut la garder en référence. Il s'agit de restaurer un équilibre chez quelqu'un qui a perdu sa vision. Cet équilibre, ça n'est pas restaurer une fonction qui est partie dans le vide. C'est une fonction qui a été remplacée par l'audition, par l'expérience, par d'autres sensorialités. Nous venons récemment, en étudiant un certain nombre de patients aveugles par différentes pathologies, dont la rétinopathie pigmentaire, revoir la connectivité chez ces patients. Beaucoup d'équipes l'ont fait. Et si les aires auditives pallient en partie la déficience visuelle, si les aires tactiles, et il a été possible de montrer que la lecture de Braille se fait au niveau du cortex visuel et pas seulement au niveau du cortex tactile, si ces aires envoient des stimulations, si la connectivité, par exemple, entre les aires visuelles et celles du langage, que nous montrons sur ce travail récent fait au 15-20, est totalement perturbée chez les patients aveugles, la restauration de la vision va entrer dans un système qui s'est reprogrammé. Comment faire en sorte que cette reprogrammation ne soit pas perturbée de façon très peu satisfaisante? C'est une question qui est posée aujourd'hui en Inde lors de la chirurgie de la cataracte chez les aveugles de naissance. C'est la question qui va se poser, qui sera une question de riche, mais c'est une question qui va vraiment falloir se poser. À quel moment l'interventionnisme contribue à un équilibre plutôt simplement qu'à une prouesse? Pour ça, il faut tester en conditions réelles chez les patients l'impact de nos approches sur la vie quotidienne. Nous avons développé des laboratoires de la vie quotidienne, des living labs, en particulier une rue artificielle où il est possible de monitorer l'output, comme disait ce matin Yves Agide, de la vision qui est l'action. Non, il me reste 1 minute 30, monsieur. Et je terminerai. J'ai mon compteur sous les yeux. Je termine en montrant donc cette image de cette stimulation-là qui permet donc de déterminer l'impact sur la motricité des patients. Et ma dernière diapositive est pour remercier d'une part les équipes qui travaillent avec nous sur ces approches, d'autre part tous ceux qui nous soutiennent, et heureusement ils sont nombreux, même si évidemment tout le monde se plaint de ne pas avoir assez d'aide. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. Merci Monsieur Sahel. Nous avons le temps pour 2 questions. Monsieur Bertret. Oui. C'était passionnant.
Et je voulais vous poser une question sur d'autres techniques dont j'ai entendu parler, je ne sais pas du tout si elles sont valables, c'est d'utiliser des systèmes posés sur la peau pour transformer une information visuelle en information tactile, en espérant que le cerveau, petit à petit, apprenne à transformer une sensation en image. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors c'est une approche assez géniale qui avait été développée par Paul Bakirita il y a déjà une quarantaine d'années, avec effectivement une stimulation qui était sur le torse. La caméra donc envoyait les mêmes simulations que vous envoie sur la rétine, mais cette fois-ci sur le torse, et il avait développé ce concept de vision résiduelle ou de performance résiduelle. Ensuite, pour affiner le système, il est allé vers des capteurs plus fins, comme ceux de la langue, et donc il y a eu toute une époque où un système qui existe toujours permet éventuellement de coder sur la langue. Je l'ai testé, c'est possible effectivement de voir des formes avec sa langue. Ça n'est pas extrêmement pratique, ça pétille un peu comme des bulles. Ça traduit surtout la possibilité pour le système de s'adapter à différents types de stimulation. Finalement, ce que fait le cerveau, c'est chercher les informations où il peut les trouver. Lorsque c'est un canal tactile ou sensitif, il va pouvoir le faire de cette façon. Aujourd'hui, il y a un autre canal qui est très important, c'est l'audition, bien entendu, et il y a des façons de transformer l'image en son. Ça s'appelle iMusic, et ça permet, au moins chez des aveugles de naissance, de leur redonner une sensation de l'espace, une reconnaissance de forme. Donc il y a beaucoup d'approches qui sont palliatives, et aujourd'hui il faut plutôt concevoir la restauration sensorielle comme multimodale, réinsérer dans un espace perceptif l'ensemble des sensations. Il y avait là-bas, je crois. Monsieur, question à votre gauche. Merci pour cet exposé fascinant. Qu'est-ce qui limite actuellement le nombre de capteurs qu'on peut mettre sous la rétine ? Alors, il y avait plusieurs limitations. Il y avait des limitations technologiques qui sont en train d'être résolues. Par exemple, il y a une technologie qui est développée en Allemagne avec 1500 électrodes, mais ils ont une résolution qui n'est pas meilleure chez les patients que celle avec 50 électrodes. Et il s'avère que l'électrode de référence est la même pour toutes les électrodes, donc ça pose un problème. Là, ce que j'ai développé là, chaque puce, chaque pixel a son électrode de référence. On pourra sans doute réduire encore cette résolution. Après, le vrai enjeu, ce sont les neurones. C'est-à-dire qu'à quel moment on va avoir une stimulation indépendante de neurones. De plus, quand nous stimulons avec un courant électrique, nous stimulons à la fois les circuits on, les circuits off, les circuits labiles, etc. Donc il y a toute cette problématique. Avec l'optogénétique et des promoteurs spécifiques qui sont en train de les développer, il sera sans doute possible d'aller sur des sous-types cellulaires, et là nous aurons une résolution de plusieurs millions. Donc c'est la raison pour laquelle ces approches ne doivent pas être conçues comme en compétition les unes avec les autres, mais comme complémentaires. Encore deux questions, courtes et réponses brèves. Monsieur Jérôme. Oui, vous m'excuserez, c'est un physicien qui pose la question. D'où vient l'énergie pour faire fonctionner les puces implantées? Et est-ce qu'éventuellement, c'est pas un cas idéal où on aurait pu penser à du photovoltaïque in situ, justement pour faire fonctionner ces circuits, ces microcircuits? Alors je commence par la deuxième question, c'est ce que nous faisons. Les puces que j'ai développées sont des photovoltaïques in situ, c'est-à-dire que ce sont Par contre, les puces épirétiniennes ont une alimentation externe avec un système d'aimant qui permet de recharger par l'extérieur en technologie sans fil, en fait, comme avec les micro-ondes. Mais là, aujourd'hui, avec les puces que j'ai montrées, c'est une technique photovoltaïque, c'est-à-dire qu'il y a une capture de la lumière au centre et il y a une amplification autour en photovoltaïque. Monsieur Ivagide. Est-ce qu'on peut court-circuiter le nerf optique et les voies afférentes au cortex visuel et mettre directement les électrodes dans le cortex avec une vidéo? Oui, alors ça a déjà été tenté, donc j'ai fait allusion, le livre dont je parlais, c'était ces tentatives-là qui, à l'époque, c'est une neurochirurgie assez ancienne, avait entraîné pas mal d'ennuis. Aujourd'hui, il y a des approches qui se développent. Nous, on a un très gros projet, justement, avec plusieurs équipes pour développer ce type de prothèse. Il y a des collègues américains qui développent la même. Par contre, plus loin on va dans la chaîne de traitement de l'information, plus on perd tout le traitement préalable de l'information qui commence. Au niveau des photorécepteurs, on est sur un signal proportionnel. Ensuite, ça devient binaire, c'est de plus en plus compliqué. Quand on va directement sur le cortex, on perd tout ce signal, donc il faut le reconstituer d'une autre manière. Mais évidemment, chez quelqu'un qui n'a plus de nerf optique ou plus d'yeux, il n'y a pas le choix. Donc c'est ce qui est envisagé. Encore une question? Une question? Il y en a une là-bas, je crois. Il y en a une, voilà. N'entendons pas. Voilà, parlez bien dans le micro. J'ai entendu parler il y a quelque temps de recherche sur la drosophile, la mouche, au niveau des omatitis, parce qu'il n'y a que des bâtonnets au niveau de la mouche.
des yeux de mouche. Et je me demandais si c'était lié à votre recherche. Alors la mouche, nous l'utilisons comme modèle, c'est-à-dire que c'est un très beau modèle. L'œil de mouche a une parenté, la transduction visuelle n'est pas tout à fait la même. Oui, mais il y a une interpolation, il y a une rapidité. En fait, je crois que nous sommes d'accord, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une communauté entre les deux. Il y a une analogie entre les types de photorécepteurs, il y a 8 photorécepteurs, certains sont assimilés aux bâtonnets d'autres cônes, mais c'est une extrapolation, une projection que nous faisons. C'est un joli modèle pour la mort cellulaire et pour la restauration fonctionnelle. C'est d'ailleurs utilisé aussi dans les maladies neurodégénératives comme un modèle d'analyse. Donc ça fait partie. Le poisson zèbre est très intéressant aussi parce que lui, il a vraiment un système qui ressemble énormément au système. Avec les échanges électrolytiques dans les bâtonnets, justement, c'est intéressant. Enfin, moi, j'avais entendu parler de ça. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Merci. Raggi.